Le poker est un jeu basé sur la confiance, la compétence et l'instinct. Mais de temps en temps, quelqu'un essaie de faire pencher les chances en sa faveur et finit par être pris sous les projecteurs. De l'appel avec un valet haut de Robbie qui a déclenché des accusations de supercherie technologique, au scandale alimenté par l'IA de Jonathan Tamayo lors des World Series, à la série surhumaine de Mike Postal sur le live stream de Stones. Et même le moment où des jetons contrefaits du WSOP ont littéralement été jetés dans les toilettes d'un hôtel. Ce sont les moments où la tricherie n'était pas seulement suspectée, elle a été exposée au monde entier. L'appel qui a secoué le monde du poker. Notre voyage commence au Hustler Casino Live, la scène de l'une des mains les plus discutées et controversées jamais jouées. Le face-à-face infâme entre Robbie et Garrett s'est instantanément gravé dans l'histoire du poker. Ce qui a commencé comme deux mains pré-flop apparemment anodines s'est transformé en un affrontement qui s'est terminé par l'un des hero calls les plus fous que le jeu ait jamais vu. Génie? Folie? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Oui. Était genre l'une de ses premières apparitions à la télé. Un de ses premiers, ouais. C'était genre avant qu'il ne gagne tous ses tournois et ouais. Là, wow, Robbie mélange vraiment les choses ici. Il suit la relance de Garrett avec Valet, 4 dépareillés. C'est une bataille de blind et Garrett a ici un tirage King flush 10, 10, 9 avec quelques trèfles. Il va miser 2500. Wow! Et Robbie va suivre ici avec Valet 4, avec le valet de trèfle, avec des tirages combinés. Il faut miser 10 000. Je pense que Robbie aurait probablement dû se retirer de cette main avant le flop. Wow! Regardez ça. À quoi pense-t-elle ici? Elle... 14. Je vais relancer. Eh bien, nous l'avons vu relancer Os-Roi il y a un moment pour une mini-relance. Ici, elle va faire une mini-relance. Attends, laisse-moi m'asperger le visage. C'est la merde que j'ai. À quelle fréquence ferait-elle cela avec un 10? Pourrait-il éventuellement faire une sur-relance ici? Je veux dire, elle vient juste de faire un mini-clic au tournant. J'ai besoin de l'appuyer sur lui. Tu dois suivre ce cours. S'il suit, il resterait environ 2 mises de la taille du pot, donc je pense que c'est ce qui doit lui traverser l'esprit ici. Je pense qu'il envisage de miser, de sur-relancer. Oui, voilà le tapis. Voilà le tapis. Garrett, comme je l'ai dit, il est tellement expérimenté dans les schémas de mise, la taille des mises. Elle a dit qu'elle pensait que Garrett avait un tirage il y a environ 20 minutes, quand Garrett avait le full, la dame 4 contre le valet 8, et elle a pris un moment pour réfléchir, puis elle a dit... Je veux juste payer pour voir. Je pense qu'il pourrait m'avoir cependant. Croix, ça ne va pas? C'est pourquoi tu ne devrais pas être impliqué dans des mains comme ça. Elle n'a pas de 3. Alors, Je paye. Elle suit? Attendons et voyons. Donne une chance. C'est à toi de décider. Oh mon Dieu. Et voyons les mains. Jusqu'ici, tout va bien. On dirait que tu es en avance. Pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Une fois. Mais c'est à toi de décider. Est-il possible que sa main soit mal lue dans les graphiques des cartes ou quelque chose comme ça? Parce que je lui tirais dessus. Tu le fais. Aïe. Elle dit, c'est ta main. Ouais, c'est vrai. Discours. Hey, c'est derrière moi! Non, je pensais juste qu'il était... Je suis. C'est un pur bluff, c'est valé. Distribue-le. Avec un valet haut? Il est... Mais ouais, je pense qu'il m'a battu. Va à la rivière. La rivière est un 9. Ce n'est pas... C'est toi, c'est sûr. Ils vont le faire 2 fois et elle a un... Une petite paire? Oui, elle a un 3 et tu me bats. Tu me donnes autant de crédit? Je ne sais pas pourquoi tu me demandes. Elle est d'accord avec le premier. Retourne-les. Pas ça. Oh, non. Il est... si les cartes sont correctes. Désolé là. Qu'est-ce qui se passe? Et la rivière ne change rien à nouveau. Oh mon Dieu.
Oh là là. J'ai besoin. Je veux voir a-t-elle valet 4. 4. Quoi? Regarde, gars. Wow, regarde le visage de Garrett, ça... L'incrédulité de Garrett s'est rapidement transformée en suspicion. La communauté du poker a explosé. Était-ce l'appel le plus audacieux de la décennie ou la preuve d'une tricherie cachée au grand jour? Le moment est devenu si notoire que les médias grand public s'en sont emparés, y compris un reportage d'Inside Edition qui a poussé le débat au-delà des passionnés de poker et jusque dans les salons du monde entier. A-t-elle triché? C'est la question posée à propos d'une joueuse de poker professionnelle accusée dans le plus grand scandale de l'histoire du jeu. Elle est repartie avec 270 000 $, mais a-t-elle utilisé un signal secret pour remporter ce jackpot? Voici Steven Fabian. Cette joueuse de poker professionnelle glamour a-t-elle triché lors d'une partie de poker à enjeu élevé? Voilà mise, 2500. Le jeu opposait le vétéran du poker, Garrett Edelstein, à Robbie G. Bleu, une débutante dans le monde du poker de haut niveau. Oh, elle suit? Oh mon Dieu! Robbie a remporté le pot de 269 000 $ avec un jeu audacieux où le gagnant rafle tout, ce qui a surpris de nombreux fans regardant la partie diffusée en direct depuis un casino en Californie. Quoi? Oh, regarde G. Edelstein est un beau gosse, ancien candidat de Survivor en 2014. Il avait l'air stupéfait par sa défaite. On dirait que tu veux me tuer, Garrett. Je n'ai pas l'air de faire semblant de ce qui se passe. La couverture de Inside Edition a donné un nouvel élan au scandale, expliquant le drame à un public grand public et déclenchant des débats bien au-delà du monde du poker. La réputation et le caractère de Robbie étaient soudainement mis à l'épreuve, non seulement parmi les professionnels, mais aussi devant des millions de spectateurs occasionnels. Edelstein affirme qu'il a clairement été trompé. Les téléspectateurs attentifs ont remarqué ce moment où Robbie semble tripoter cette grosse bague à son doigt. Puis, elle place sa main sous la table de poker et quand ses mains réapparaissent, regardez, elle a apparemment retourné la bague sous son doigt. Dans un tweet, Edelstein s'est demandé si Robbie avait un dispositif caché qui vibre simplement pour indiquer qu'elle a la meilleure main. La joueuse de poker glamour avait-elle un complice regardant le flux en direct de la partie de poker et la bague a-t-elle vibré lui signalant qu'elle avait la main gagnante? Alimentant les soupçons, il y a le fait qu'après la partie, Edelstein dit que Robbie lui a rendu l'argent qu'elle lui avait gagné. Dans leur style, Inside Edition a offert à Robbie une plateforme pour partager son point de vue. Ses paroles ont ajouté sa perspective à l'histoire, mais les doutes n'ont fait que s'approfondir. Je n'ai absolument pas triché à ce jeu de poker et l'enquête le montrera. Pourquoi jouer autant avec la bague? Je suis une personne nerveuse et je n'ai jamais pensé que je devrais expliquer cela à la télévision nationale, mais j'ai un TDAH et je n'ai pas pris mes médicaments ce jour-là. Un expert en protection de casino, Sal Pianta, m'a montré un ancien vibreur appelé un thumper, autrefois utilisé par les tricheurs de cartes. Ici, je vais le mettre dans le verre et vous l'entendrez vibrer. Et donc ce signal, cela pourrait indiquer « Hey, tu as la main gagnante » ou cela pourrait indiquer ce que l'autre gars à la table avait. Alors, la question reste en suspens. Robbie a-t-elle triché ou a-t-elle réussi le coup le plus audacieux de l'histoire du poker? Était-ce un tic, un signal, un ajustement de bague ou un pur instinct? Et si elle a battu Garrett avec un valet haut, pourquoi a-t-elle rendu l'argent? La controverse refuse de mourir et le monde du poker n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. Quel est votre avis? Robbie a-t-elle triché? Laissez votre opinion dans les commentaires. Nous voulons connaître votre avis. Nous avons parcouru tout l'Internet pour trouver les pires scandales de tricherie au poker. Maintenant, c'est à vous de nous aider. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à recevoir du contenu épique sur le poker. Jonathan Tamayo et la controverse sur l'IA qui a secoué le WSOP 2024. La victoire de Jonathan Tamayo lors de l'événement principal des WSOP 2024 sera à jamais mémorable, mais pas pour les raisons que la plupart des champions espèrent. Sa victoire, entachée par des allégations d'utilisation de solveurs d'IA en temps réel, a déclenché l'un des débats les plus féroces de l'histoire du poker. La technologie a-t-elle franchi la ligne du triche? La discussion n'est pas encore apaisée aujourd'hui. Tout a éclaté lorsque Daniel Negreanu, Doug Polk et Alan Keating ont abordé le sujet dans un podcast. Negreanu n'a pas mâché ses mots, accusant Tamayo de violer le cœur éthique du poker.
De son point de vue, l'utilisation présumée de l'IA par Tamayo lui a donné un avantage artificiel et a empoisonné la légitimité de sa victoire de 10 millions de dollars. Le message de Negreanu était direct. Si vous gagnez avec l'aide d'un logiciel, ce n'est pas une vraie victoire. C'est de la triche, tout simplement. Je suis choqué, franchement. Si j'avais été là et que j'avais entendu la moindre rumeur à ce sujet, j'aurais été comme « wow, 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 wow », ce qui est nouveau maintenant et qui n'existait pas. Au cours de la dernière décennie, ce sont les outils disponibles aujourd'hui, provenant des solveurs d'IA et ce genre de choses. Donc, je pense qu'en partie, c'est probablement une bonne chose que cela se soit produit sur la plus grande scène, car maintenant, c'est une conversation que nous devons tous avoir et dire « d'accord, wow, est-ce la direction que nous prenons ou allons-nous faire quelque chose ?» Le commentaire enflammé de Negreanu a secoué la communauté du poker. Ce qui aurait dû être une célébration du nouveau champion du monde de poker a plutôt mis en lumière une menace croissante, les solveurs d'IA à la table. Negreanu a averti que sans règles claires, la technologie incontrôlée pourrait vider le jeu de son âme. Essentiellement, il existe différents degrés de RTA, n'est-ce pas? Il y a la version extrême où vous jouez littéralement et vous avez un solveur en temps réel qui vous dit quoi faire. C'est la version la plus flagrante. Vous savez, la version plus douce est avant que les cartes ne soient distribuées. Vous regardez un tableau pour être prêt à faire cela, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous allez faire. Maintenant, ils sont tous les deux RTA. Ils vont vous aider en temps réel. L'un est très flagrant, vous savez, l'autre est minimal. En ce qui me concerne, la limite devrait être tracée à, tout d'abord, toute utilisation de solver ou d'IA dans la zone de tournoi ne devrait pas être autorisée par le joueur ou, vous savez, relayée par quelqu'un d'autre. Évidemment, vous ne pouvez pas vous référer. Celui qui m'intéresse, c'est genre, et si un gars a juste un morceau de papier avec des notes dessus? Peut-il ou ne peut-il pas, avant la main, regarder ça? Parce que, écoutez, quand je joue au poker, j'ai un carnet dans mon téléphone avec les tendances et les indices de différents joueurs et des choses comme ça. Et je me dis, oh d'accord, je joue avec ce gars aujourd'hui et je vais regarder ça. Je ne sais pas, comme traditionnellement, les joueurs affinent leurs compétences par l'expérience, l'étude et la bonne vieille prise de notes. L'IA change cette équation. Les solveurs remplacent des années d'apprentissage ardu par des réponses parfaites instantanées. Negreanu a soutenu que cela enlève l'humanité du poker, le réduisant à rien de plus qu'un problème mathématique. Pour lui, l'intention n'a pas d'importance. Ce qu'ils font est mal. Mais je pense que dans un cas comme celui-ci, c'est là où il faut vraiment, vous savez, obtenir de la clarté, vous savez, et dire comme, eh bien, je n'ai pas entendu les annonces. Ça ne vous absout pas, n'est-ce pas? Ne pas connaître la loi ne vous absout pas de... Negreanu était tout aussi impitoyable envers la défense de Tamayo. Prétendre l'ignorance, a-t-il dit, n'efface pas la responsabilité. Au poker, même la tricherie involontaire corrode la confiance. Et qu'en est-il du finaliste Jordan Griff? Sa deuxième place lui a rapporté 4 millions de dollars, soit moins de la moitié du gain de Tamayo. Pour lui, la controverse ne portait pas seulement sur les règles, mais sur ce qui aurait pu être volé. Je ne sais pas comment les choses auraient été différentes s'il n'avait pas utilisé, vous savez, le solveur, mais Je sais, c'est même juste triste que ce soit ça l'histoire qui sort du main event. Non, ça devrait être, tu sais, des choses positives. Ça devrait être, tu sais, de belles histoires sur, tu sais, des gens qui font de belles performances et qui gagnent de l'argent et, tu sais, qui essaient d'être des ambassadeurs pour le jeu. Et ici, nous parlons de, tu sais, quelqu'un qui, tu sais, essaie de prendre chaque petit avantage possible. Griff a exprimé sa frustration, déplorant que l'esprit du WSOP soit perdu dans le scandale. Au lieu d'inspirer les futurs joueurs, la victoire de Tamayo est devenue un point de débat. Le main event, a-t-il soutenu, devrait être une question de triomphe et de création de souvenirs, pas de soupçons de tricherie high-tech. Doug Polk a insisté davantage, demandant si Griff pourrait poursuivre, non seulement Tamayo, mais aussi les organisateurs du WSOP pour avoir permis au scandale de se produire. Avec des millions en jeu et la crédibilité du poker en question, la possibilité a attiré une attention sérieuse. Runs for cause de cybersécurité sur ça fait un cas. Envisageriez-vous de déposer une plainte? Je dirais que c'est toujours une possibilité, mais je ne suis pas... Vous savez... Je ne suis pas sûr pour le moment. La réponse de Jordan semblait presque trop bien préparée, suscitant des spéculations selon lesquelles il aurait pu être préparé sur ce qu'il devait dire. Mais comment réagissent les plus grands noms du poker? Nous nous tournons vers les réflexions de légendes comme Daniel Negreanu et Alan Keating pour avoir une idée de la position de la communauté du poker sur cette question brûlante. Les règles du SOP sont... Ce n'est pas clair. Ce n'est pas vraiment dans les règles écrites. Il y a un petit détail que je pense que des gens vraiment faibles soulèvent. Mais vous savez, nous avons l'annonce par interphone, ce qui est certainement quelque chose. Mais les règles de jeu du Nevada, je dirais que c'est assez clairement contre. Et si vous allez emprunter la voie de l'action en justice, c'est, je pense, ce qui compte vraiment. Alors, est-ce que vous envisageriez une action en justice ici? Je suppose qu'à votre place, aucun de vous ne ferait cela avec vos marques ou si vous êtes bien connu. Mais est-ce que les gens à la table devraient... quelqu'un comme Griff, où ils sentent que, vous savez, ils ont fait de leur mieux et ils ne se rendaient pas compte que ce type faisait tourner des simulations sur le rail.
Devraient-ils engager une action en justice s'ils estiment que leur adversaire utilisait quelque chose d'injuste pour avoir un avantage contre eux? Je pense que d'un point de vue financier, c'est globalement moins élevé. Vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent en avocat. Il sera très difficile de prouver ce qui a été gagné grâce à ce processus. Comme, et la plupart des jurys dans la plupart des tribunaux n'auront aucune compréhension de cela. Negreanu, quant à lui, a averti que les fans occasionnels ne comprennent pas encore à quel point l'assistance de l'IA peut être dommageable. Sans éducation et sensibilisation, a-t-il dit, faire respecter les règles sera presque impossible. Donc, les chances d'obtenir quelque chose de substantiel au-delà de vos frais juridiques sont, je veux dire, peu probables. Donc, je ne le ferai pas. Je suppose que personne ne savait. Et personne ne savait à la table. Et la Floride sait. Personne ne savait. C'est juste un peu, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire là. Oui, mais là que la règle, la loi est claire dans le jeu du Nevada, c'est contre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas autorisé. Donc, vous savez, mais un tribunal et un jury ou un juge ou qui que ce soit, ils ne vont pas vraiment pouvoir discerner cela, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'il y a des avocats qui le prendraient en charge uniquement pour gagner. D'accord. Et puis, jusqu'où cela s'étend-il? Comme j'ai joué le tournoi, tu as joué le tournoi, comme pouvons-nous poursuivre en justice? Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, je ne sais pas. Je trouve juste que poursuivre en justice est embarrassant. C'est juste... Oui, je suis d'accord. Un temps comme, peu importe, débrouille-toi en dehors des tribunaux, tu sais. Quand les gens utilisent les tribunaux pour prendre de l'argent aux autres, je trouve ça indéniable. Negreanu et Kating ont tous deux soutenu que la solution réside dans la prévention, pas dans les poursuites. Les instances dirigeantes du poker ont besoin de règles plus claires, d'une application cohérente et d'une surveillance renforcée. Ce n'est qu'alors que l'esprit humain du jeu pourra être protégé. D'accord. Eh bien que ce soit vrai, parfois c'est nécessaire. Et si vous vous rendez compte après coup que votre adversaire utilisait un logiciel pour vous battre avec autant d'argent en jeu et qu'ils sont là-bas en train de faire des calculs pour vous battre dans ce truc pour 4 millions de dollars, je ne pense pas que ce soit complètement irréaliste de dire « Oh, mon adversaire a utilisé quelque chose qu'il n'aurait pas dû pour gagner 4 millions de dollars à mes dépens. » Je vais essayer de poursuivre cela. Je ne veux pas être le pointilleux ici, les gars, mais vous savez, à un moment donné, n'est-ce pas, il y a un seuil de dommage où ce n'est pas déraisonnable de poursuivre. Je ne dis même pas que vous devriez. Je dis juste que ce n'est pas. Ce n'est pas comme si c'était en dehors du domaine de... Bien sûr. Et ensuite, la pente glissante est contre qui déposez-vous la plainte? Est-ce que vous la déposez contre le joueur lui-même ou allez-vous la déposer contre l'organe opérateur ou les deux, n'est-ce pas? Vous savez, si les opérateurs ont, entre guillemets, laissé faire, permis que cela se produise ou que cela s'est passé sous leur surveillance et que rien n'a été fait de ce point de vue, où vous savez, les joueurs eux-mêmes, comme... Keating a ajouté son propre point de vue. Réfléchissant à son expérience au WSOP, il a souligné que le scandale ne concerne pas seulement un homme, mais la crédibilité de tout le jeu à l'avenir. Sur ce qu'il a vu, nous avons vu l'ordinateur portable sur le côté de la table. Vous savez, les gens se regardaient comme c'est pas de la triche, comme quelqu'un va intervenir, comme qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est la direction? Vous savez, comme si j'atteignais la table finale, est-ce que je devrais affronter ça? Ou vous savez quel rêve est encore vivant pour les joueurs de tournoi maintenant. Vous savez, c'était comme, d'accord, si vous n'avez pas un gros tas, ces situations ne sont pas très complexes. Et si c'est juste un all-in ou fold ou quelque chose comme ça, alors on dirait que l'ordinateur joue au poker pour eux. Je pense la marche à suivre là, est de pousser ces tournois et de dire nous avons besoin d'un changement de règles ici. Ces choses doivent être interdites. Et pas de si ni de mais, tout le monde doit se mettre au diapason. Ensemble, Negreanu et Keating ont insisté pour que les organisateurs du WSOP jouent un rôle plus fort. Ce n'était pas un scandale isolé, c'était un avertissement. Sans changement structurel, le poker risque de perdre son intégrité compétitive. Oui, je dirais cependant que voici la chose. Plutôt qu'un soi-disant changement de règles, une application plus stricte des règles qui existent déjà. Même le Nevada Gaming a des règles contre ce genre de choses. Vous savez, ils sont spécifiquement plus orientés vers les jeux de casino, comme vous ne pouvez utiliser aucune aide au blackjack ou au craps, mais cela s'étend aussi au poker. Et il y a des formulations et un langage qui disent que vous ne pouvez pas utiliser quelque chose comme ça. Le personnalité de salle, vous savez, avant le tournoi a clairement dit, vous savez, vous ne pouvez pas utiliser ces trucs. Il y a quelque chose, encore une fois, je pense que la chose sur laquelle nous devons nous concentrer maintenant, comme vous l'avez dit, Alan, c'est de rendre ces règles aussi claires que possible. Je pense à quelque chose comme l'interdiction d'utiliser des solveurs à tout moment dans la zone du tournoi qui est définie par l'ensemble de la salle. Et toute utilisation de cela pourrait entraîner une disqualification. Et puis, quand vous mentionnez l'utilisation d'un solveur, cela inclut, vous savez, recevoir des messages textes ou des informations de quelqu'un qui en utilise un et vous les transmet, n'est-ce pas? Parce que vous allez avoir des gars qui cherchent des failles. Eh bien, Jonathan n'a rien résolu. Jonathan ne faisait rien.
Il regardait juste ce qui était F. Negreanu a fortement insisté pour des règles plus claires, une application plus stricte et de la transparence. Son urgence a même surpris Keating, surtout lorsqu'il a discuté de la façon dont l'IA transforme le jeu pré-flop. La menace, ont-ils convenu, est bien plus immédiate que la plupart ne le réalisent. D'accord? Et sur ce point aussi, je pense qu'il est important pour les gens de différencier s'ils regardaient des mains qui ont déjà été jouées et qu'elles sont beurrées. Qui s'en soucie? Comme ce n'est pas un gros problème, obtenir la solution pour une main qui a été jouée avant ne vous aide pas nécessairement pour celle à venir. Le problème est l'assistant en temps réel, si vous voulez, c'est quand la prochaine main est sur le point d'être distribuée et que vous venez de recevoir des plages de cartes fournies par un ordinateur qui vous dit, et elles sont essentiellement, ce qu'elles vont faire, c'est que le poker a 4 tours, n'est-ce pas? Donc, vous éliminez essentiellement une possibilité de faire des erreurs. Vous dites littéralement, si je mémorise, si je sais ce que je fais ici, je ne ferai jamais d'erreur pré-flop. Vous devrez me prendre au flop, au turn et à la river. Et c'est... Wow. D'accord. Et donc de ce point de vue, c'est ça. Il n'y a pas de doute. Je ne pense pas que quiconque dans la communauté regarde cela et pense, oui, ça devrait aller. Le plus important aussi quand on regarde le poker en ligne, n'est-ce pas? C'est pourquoi je me dis, comment n'as-tu pas moi, c'est interdit. Vous ne pouvez pas utiliser ces outils légalement en ligne. Vous n'êtes pas censé le faire. Vous n'y êtes pas autorisé. Alors pourquoi penserait-il ou supposerait-il que vous pourriez faire cela dans un cadre en direct? Je suppose probablement, franchement, parce que les règles n'étaient pas écrites aussi clairement qu'elles devraient l'être. Negreanu souligne comment les solveurs d'IA ont fondamentalement modifié le poker, en particulier la stratégie pré-flop. Il soutient que l'application incohérente des règles a aggravé le problème, rendant la nécessité de réglementation claire et standardisée plus urgente que jamais. D'accord? Donc, une partie de l'application doit venir des joueurs qui dénoncent d'autres joueurs et ensuite avoir des règles si sévères et si significatives que cet avantage minimal dont Doug a parlé, peut-être 100 000, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le risque et potentiellement... Keating a proposé sa propre solution, des pénalités sévères. Si la punition n'est pas assez dure, les joueurs risqueront de violer les règles. Seules des conséquences strictes peuvent protéger le jeu. Et ironiquement considéré, je veux dire, une pénalité de 2 tours, c'est un peu une tape sur les doigts. Qu'est-ce que vous perdez 3 grosses blindes? Vous savez, je pense que ça a été grosse blinde. C'est gros. Je veux dire, c'est beaucoup. C'est beaucoup de suppléments. Ça l'est. Ça devrait être beaucoup. Cela devient une pente glissante. Donc, je crois que, vous savez, la meilleure approche, personnellement, est d'avoir une règle stricte sur le fait qu'aucune de ces choses ne soit ouverte à aucun moment dans une zone de tournoi. Et si vous êtes pris en tant que spectateur, vous êtes expulsé de l'endroit. Et si vous êtes pris en tant que joueur, vous faites face à une pénalité de, vous savez, Scalanadi, c'est-à-dire 2 tours, ou potentiellement, vous savez, une disqualification complète. J'aimerais que nous allons suivre la Vidalène sur... Oui, des pénalités de tournoi et des pénalités... Ouais, d'accord, nous sommes réunis. Je suis à 100% responsable. Parfait. Ce sera une pénalité de 2 tours à l'avenir. J'aime bien, en fait, parce que c'est brutal, comme je l'ai dit. Je vais dire ça à l'origine. Si vous avez 13 bigs et que vous devez passer par 2 lignes, maintenant vous en avez 8. C'est plutôt mauvais. Donc, vous savez, si vous voulez regarder vous êtes seulement à vous pousser ou plier les tableaux, comme sous le pistolet, réalisez que vous pourriez juste devoir. Le débat a brièvement dérivé vers un sujet plus léger, comme l'ancienne discussion sur les lunettes de soleil. Donnent-elles un avantage injuste ou font-elles partie de l'ADN du jeu? Oui, je veux dire, je te dirais que dans genre mon groupe d'amis ou quelque chose comme ça, si quelqu'un venait s'asseoir et mettait des lunettes de soleil, on se moquerait tous de lui jusqu'à ce qu'il les enlève. On dirait, non, vraiment, Kat, tu ne peux pas porter de lunettes de soleil. Ouais, c'est ridicule. Si tu veux le prendre aussi sérieusement, va jouer là-bas. Personnellement, j'interdirais complètement les lunettes de soleil. Penses-tu que les lunettes de soleil aident plus les pros ou les amateurs? La seule chose qu'il fait, c'est qu'il déconnecte les gens du jeu. Vous savez, maintenant, c'est un fantôme. Hawk a suggéré que les lunettes de soleil pourraient en fait rendre le jeu moins intimidant pour les joueurs occasionnels. Un rappel que le poker n'est pas seulement pour les professionnels, mais pour que tout le monde se sente bienvenu à la table. Lunettes de soleil. D'habitude, quand je vois quelqu'un porter des lunettes de soleil à un tournoi, c'est généralement quelqu'un qui a l'impression que c'est sa grande chance et qui est un peu nerveux et inquiet d'avoir des signes révélateurs. Et ce sont généralement des personnes plus axées sur le loisir. Et ce sont généralement des personnes qui ne sont pas à l'aise. Et je pense que pour n'importe lequel d'entre nous trois ici, si nous jouons un gros pot dans l'événement principal, nous allons bien nous en sortir. Mais pour quelqu'un pour qui c'est leur grande chance, qui n'a jamais joué un tournoi aussi important et qui veut vraiment ne rien laisser paraître et qui a peur, et comme leurs lunettes de soleil, comme tu veux vraiment dire, désolé mec, je ne sais pas. Ah oui, tant que c'est équitable pour tout le monde, n'est-ce pas? Vous le faites. Comme je ne dis jamais que désolé c'est mal. Oh, d'autres personnes gagnent. C'est juste une partie du jeu. Écoute, au poker en ligne, tu n'as pas à gérer tout ce truc physique en direct. Au poker en direct, si, n'est-ce pas? C'est juste comme ça. C'est juste le jeu. Ouais. Je peux être d'accord avec ça. Je pense juste qu'il est important d'explorer l'autre côté. Et je pense que si nous... Écoutez, en général, ce sont plus les amateurs que les pros qui portent des lunettes de soleil.
D'accord, je veux faire attention à ce que nous ne traînions pas ce gamin sur des charbons, Jonathan, parce que de toute évidence, il semble être un type sympa. Je ne pense vraiment pas qu'il était... Je pense qu'il est pris dans le moment, juste en train de faire ce qu'il fait. Ses entraîneurs lui donnent des conseils. Je ne pense pas qu'il réfléchissait consciemment à l'image ou quoi que ce soit de ce genre. Et encore une fois, le plus important, le fait qu'il le mette au grand jour, comme ça me fait croire que, comme il ne pensait pas que ce qu'il faisait était mal. Il était juste, vous savez, essayant de gagner 10 millions de dollars. Donc, je ne le blâme pas vraiment à cet égard. J'espère, si jamais il regarde en arrière, j'aimerais qu'il voit à quel point cela semble mauvais, vous savez, et qu'il adopte une approche différente de celle de Dominique. Comment le poker peut-il évoluer sans perdre son identité? C'est la question centrale que le scandale Tamayo a mise sur la table. Negreanu est devenu la voix la plus forte exigeant l'équité, des règles et l'intégrité à l'ère de l'IA. Pour lui, la survie du poker en dépend et le débat est loin d'être terminé. Le scandale de tricherie de Mike Postel et Stones Live. La saga de Mike Postel sur le stream de Poker Stones Live reste l'une des tâches les plus sombres de l'histoire du poker. Tout a commencé lorsque la commentatrice respectée et voix de la communauté, Veronica Brell, a remarqué que quelque chose ne collait pas. Postel ne se contentait pas de gagner, il gagnait trop, prenant des décisions avec une précision presque parfaite qui défiait la logique, les mathématiques et la sagesse conventionnelle du poker. Main après main, ses appels, ses passes et ses relances se faisaient avec une précision incroyable. Pour Brill, cela ne ressemblait pas à du talent. C'était comme quelque chose de plus. En septembre 2019, elle a rendu ses soupçons publics. À travers les réseaux sociaux et des interviews, Brill a exposé son cas, montrant des extraits où les jeux de Postel semblaient presque surhumains. Son message a fait mouche. Ce n'était pas de la variance. Ce n'était pas juste une série de chances. Quelque chose n'allait pas. Les gains de Postel, selon le procès, n'étaient pas connus pour avoir été réalisés par un autre joueur de poker, décrivant les chances de ces gains comme statistiquement inconcevables dans le monde professionnel. Les allégations ont ouvert les vannes. Les joueurs et les analystes ont commencé à passer en revue des heures d'archives de Stones Live, soulignant exemple après exemple où les décisions de Postel semblaient trop parfaites pour être réelles. Beaucoup se demandaient si, avec un tel niveau de compétence, pourquoi ne dominait-il pas les plus grands jeux du monde contre une compétition d'élite? La communauté s'est rapidement ralliée autour de Brill, lançant une enquête collective. Des schémas ont émergé suggérant que Postel pouvait avoir accès à des informations cachées, des données que personne d'autre à la table ne pouvait voir. Chaque révélation ajoutait plus de poids au dossier contre lui. Pourtant, Postel lui-même ne céda jamais. Il niait tout, rejetant les accusations même si les preuves s'accumulaient. Cela laissait le monde du poker divisé. Certains convaincus qu'il était un escroc, d'autres hésitant à déclarer sa culpabilité sans preuve absolue. Alors, la question persiste aujourd'hui. Mike Postel trichait-il vraiment ou était-ce une illusion? Qu'en pensez-vous? Tous les scandales de tricherie ne se déroulent pas devant les caméras, en pleine vue. Voici les 3 plus grands scandales qui ne se sont pas produits devant des caméras en direct. 1. Le désastre des faux jetons au WSOP. Le circuit des World Series of Poker est censé être un terrain d'essai pour les talents. Mais en 2014, il est devenu le théâtre de l'un des scandales de tricherie les plus étranges du poker. À la Borgata d'Atlantic City, un joueur a essayé de manipuler les chances en sa faveur avec un stratagème si ridicule qu'il a fini par inonder tout un hôtel. L'arnaque qui a bloqué le système. Christian Luzardi, un petit joueur avec un passé douteux dans le jeu, a concocté un plan imprudent. Fabriquer plus de 800 000 $ en jetons de poker contrefaits et les introduire dans le tournoi. En ajoutant des jetons supplémentaires, il pouvait discrètement gonfler son tas et dominer le terrain. Au début, cela semblait fonctionner. Luzardi a accumulé des jetons et a survécu loin dans l'événement. Mais le Borgata, comme tous les casinos, tenait un compte méticuleux des jetons. Les chiffres ne correspondaient pas et les soupçons ont immédiatement surgi. Évacuer les preuves. Quand Luzardi a réalisé que les murs se refermaient, la panique a pris le dessus. Sa solution, jeter les jetons contrefaits inutilisés dans les toilettes de sa chambre d'hôtel. Ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que la plomberie ne peut pas gérer des milliers de jetons en plastique. Bientôt, les tuyaux ont éclaté, inondant le bâtiment et menant les équipes de maintenance directement à ces preuves jetées. La fin de la ligne. Avec des preuves littéralement coincées dans les tuyaux, le dossier contre Luzardi était inattaquable. Il a été arrêté, condamné à 5 ans de prison et sommé de payer près d'1 demi-million de dollars en restitution.
le Borgata a dû annuler entièrement le tournoi, laissant les joueurs honnêtes privés d'un événement équitable. À ce jour, le fiasco de Lousardi est rappelé non seulement comme l'une des escroqueries les plus infâmes du poker, mais aussi comme l'une des plus stupides. Une fois de plus, les tricheurs ont appris à leurs dépens qu'on ne peut pas surpasser la sécurité d'un casino, ou dans ce cas, des toilettes bouchées. 2. Le scandale de multicompte de Justin Bonomo. Aujourd'hui, Justin Bonomo est célébré comme l'un des joueurs les plus réussis au monde, avec plus de 60 millions de dollars de gains en tournoi. Mais son ascension au sommet n'a pas été sans controverse. En 2006, avant qu'il ne devienne une légende du poker, le nom de Bonomo était associé à l'un des premiers grands scandales du poker en ligne, le multi-accounting. Un homme, plusieurs sièges. Les tournois en ligne sont censés être équitables. Un joueur, un compte, une chance de gagner. Bonomo, âgé de seulement 20 ans à l'époque, a trouvé un moyen de contourner cela. En participant à des événements sous plusieurs comptes, il augmentait ses chances de succès. Si un compte était éliminé, il en avait encore d'autres en jeu. Pire encore, il pouvait jouer doucement contre lui-même, transférant intentionnellement des jetons entre les comptes pour positionner l'une de ses identités pour une avancée profonde. Le stratagème lui donnait un avantage clair, mais les soupçons dans la communauté montaient. Finalement, Party Poker a lancé une enquête et a trouvé des preuves indéniables que Bonomo avait manipulé le système. Les conséquences. La punition fut rapide. Les comptes de Bonomo furent fermés. Il fut banni de Party Poker et sa réputation en prit un coup sérieux. Même s'il a admis plus tard que c'était une erreur de jeunesse, le scandale a jeté une longue ombre à l'époque. De méchante à rédemption. Mais contrairement à certains qui ne se sont jamais remis, Bonomo s'est reconstruit. Au fil des années, il est revenu sur le devant de la scène du poker, cette fois dans l'arène en direct. Il a conquis les tournois à gros enjeux, remporté plusieurs bracelets des World Series of Poker et a finalement réécrit sa réputation en tant qu'un des élites du jeu. Son parcours de rédemption est indéniable, mais son histoire reste un avertissement. Tricher en ligne peut donner un coup de pouce à court terme, mais cela peut vous suivre pour le reste de votre carrière. 3. Full Tilt Poker, le système de Ponzi qui a brisé le jeu. À l'époque glorieuse du boom du poker, Full Tilt Poker était un géant. C'était le foyer de mégastars comme Phil Ivey, Tom Dwan et Gus Hansen et cofondé par des légendes comme Howard Lederer et Chris Ferguson. Pendant un moment, il semblait être la référence en matière de poker en ligne, mais derrière le branding et les grands noms, l'entreprise pourrissait de l'intérieur. La maison de cartes. Les dirigeants de Full Tilt puisaient dans les dépôts des joueurs pour financer leur propre style de vie somptueux, traitant les soldes des joueurs comme leur compte bancaire personnel. Extérieurement, le site semblait intouchable, mais au moment où la vérité a éclaté, des centaines de millions en dépôt avaient disparu. Vendredi noir. Le 15 avril 2011, le vendredi noir dans l'histoire du poker, le département de la justice des États-Unis a fermé Full Tilt, Poker Stars et Absolute Poker. La révélation choquante a suivi rapidement. Full Tilt n'avait même pas l'argent pour rembourser ses joueurs. Plus de 300 millions de dollars de fonds des joueurs avaient disparu. La communauté du poker a explosé. Lederer, Ferguson et le PDG Ray Bitter sont devenus des méchants du jour au lendemain. Ils s'étaient enrichis tandis que les joueurs locaux se retrouvaient exclus de leur compte. Le sauvetage et les conséquences. Le soulagement est finalement venu lorsque Poker Stars a conclu un accord avec le gouvernement, acquérant Full Tilt et remboursant les joueurs. Mais pour la marque elle-même, le dommage était fatal. Full Tilt ne s'est jamais remis et son nom est devenu synonyme de trahison. Quant aux architectes du scandale, Bittard a échappé à une longue peine de prison en invoquant des problèmes de santé, tandis que Lederer et Ferguson ont presque disparu du monde du poker avant de faire des tentatives de retour controversées et peu convaincantes. L'effondrement de Full Tilt reste l'un des scandales les plus infâmes de l'histoire du poker. Un rappel brutal que même dans un jeu fondé sur la confiance et le risque, rien n'est plus destructeur que la cupidité. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour ne jamais manquer un scandale épique de poker, une défaillance obscène ou un retournement de situation incroyable. Merci d'avoir regardé.